J'en ai déjà parlé, mais il existe une suite directe aux aventures de Seiya et de ses frères. Cette fameuse suite se nomme Saint Seiya Next Dimension. En faisant de plus en plus de vidéos sur Saint Seiya, je me suis rendu compte que beaucoup avaient un problème avec cette suite d'ailleurs. Problème qui en général est dû au chara-design des personnages ou même au style de dessin de l'auteur. Je ferai donc bien plus tard une vidéo où j'essaierai un peu d'analyser ce côté de l'œuvre. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'intrigue de cette fameuse suite. Et plus précisément, celle d'un personnage qui reste assez mystérieux, Ulysse de l'Ophiuchus, le 13e chevalier d'or. Je me suis donc plongé dans l'univers de Saint Seiya afin de théoriser et d'essayer de voir quel est vraiment ce personnage qui, quoi qu'on dise, joue un rôle très important dans le premier arc de Saint Seiya Next Dimension. Ohayo mina Seihiro et bienvenue dans cette vidéo théorie sur le destin de l'Ophiuchus. Juste avant de continuer la vidéo, je fais une petite pause pour te dire de venir me suivre sur Twitter et sur Instagram afin d'être informé en temps et en heure de toutes les petites avancées des vidéos. Sur Instagram, je compte commencer à faire des toutes petites vidéos comme des reviews, des mini-tops, des playlists, etc. sur des OST et tout. En bref, tous les formats que je ne veux pas ou que je ne peux pas poster sur ma chaîne actuellement, je les ferai sur Instagram en IGTV. En tout cas, venez, n'oubliez pas Twitter comme je vous ai dit aussi, ça va être vraiment sympa. Je fais cette vidéo bien évidemment pour théoriser sur le futur de Ulysse dans l'œuvre, mais c'est aussi pour moi une façon de parler de Saint Seiya Next Dimension sur ma chaîne parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup et je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'elle est trop souvent dénigrée. Cette vidéo contiendra donc du spoil sur les séries Saint Seiya Next Dimension et Saint Seiya The Lost Canvas. Et maintenant que vous êtes prévenus, sur ce, commençons la vidéo. Avant de commencer, il est important de résumer l'histoire de Saint Seiya Next Dimension pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ou même pour ceux qui ont tout simplement oublié car vu le rythme de parution, c'est totalement possible. Chronologiquement, on se situe juste après la fin du combat contre Hades. Seiya, qui a été blessé par l'épée du Seigneur des Enfers, se retrouve en quelque sorte inconscient et immobilisé, forcé d'être assisté par Saori. Un peu plus tard, Shun, le saint d'Andromède, sera le premier à retrouver le chemin du sanctuaire et donc le premier des frères à tomber sur Saori. Et c'est là que la réincarnation d'Etena explique plus précisément ce qui arrive à Seiya. Elle dit au jeune Andromède que l'état de Seiya est dû au fait que l'épée d'Hadès est toujours présente à l'intérieur de son corps, bien qu'elle soit invisible à l'œil nu pour les humains. Elle explique également que cette épée contient tous les ressentiments et la haine de Hadès, qui est, cette fois, déterminée à en finir avec Pégase. Athéna rajoutera également que dans 3 jours, l'épée atteindra le cœur de Seiya, ce qui, bien évidemment, le tuera. Ici, je fais une petite pause pour vous faire une mini-réflexion qui sera importante pour la suite de la théorie. On peut voir selon moi un parallèle avec une autre adaptation Saint Seiya, celle de The Lost Canvas. En effet, dans The Lost Canvas, Sisyphe sera touché par sa propre attaque renvoyée par Alun. Il tombera ainsi dans le coma et dans l'incapacité de se réveiller, bien qu'il n'était pas encore mort. On nous explique que cela est dû au fait que les attaques de Hadès ne touchent pas seulement le corps, mais également l'âme de celui qui la reçoit. Son âme sera ensuite volée par Ikelos, l'un des 5 dieux des rêves, afin d'être enfermé dans le monde des rêves. Et du coup, je trouve que la ressemblance avec le cas de Seiya dans Next Dimension est quand même très frappant. Dans le premier cas, on a Hadès qui éprouve un certain ressentiment envers Seiya et le frappe mortellement, le plongeant dans un espèce de coma. Et dans The Lost Canvas, Alun qui éprouve aussi un certain ressentiment particulier pour Sisyphe, puisque c'est lui qui est responsable de sa séparation avec sa sœur, attaque l'âme de Sisyphe afin de plonger ce dernier aussi dans le coma. C'est important de garder ces différents points en tête parce qu'ils serviront pour la suite de la vidéo et j'y reviendrai donc plus tard. Afin de vaincre le maléfice, Shun et Saori se rendront dans le passé afin de détruire l'épée de Hadès. Ils seront plus tard rejoints par Ikki, Shiryu et Hyuga. Cependant, tout ne se passera pas comme prévu. Déjà, ils arrivent tous dans des lieux du sanctuaire un petit peu différents. Mais surtout, Chronos, qui dans un premier temps fut mine de vouloir venir en aide à la déesse de la guerre, manipula les télomères de cette dernière et la fit rajeunir, la ramenant à un état de bébé. Ainsi, certains saints chercheront à monter afin de retrouver Athéna, et d'autres chercheront à descendre afin de protéger Athéna. Vous l'aurez donc compris, on a une fois encore affaire à une saga des Chevaliers d'Or. Cependant, un ajout, et pas d'un moindre, est à noter. Et je parle bien évidemment de la présence de Ulysse, ou Odysseus, le 13e Chevalier d'Or.
Pour être honnête, on ne sait pas encore grand chose de lui, mais il semble entretenir une relation très particulière avec chaque Gold Saint de cette époque, excepté le chevalier du Capricorne Iso qui semble n'avoir, d'après ses propres dires, aucune dette envers ce dernier. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai sur Ulysse tout à l'heure. En tout cas, la suite de ce manga promet d'être palpitante tant les possibilités d'intrigue sont grandes. Moi, c'est celle autour des 11 dieux de l'Olympe qui me hype le plus personnellement. Voir des divinités comme Artémis, Apollon ou encore le tant attendu Zeus me rendent juste impatient de lire la suite. J'en profite pour dire à ceux qui hésitent encore à lire Next Dimension de foncer. Beaucoup de gens critiquent l'œuvre en grande partie pour son scénario, l'accusant d'être trop proche de celui de la série originale, et même si dans les premiers chapitres ça peut paraître être le cas, pour moi ça ne l'est vraiment pas. En tout cas quand vous lisez après vers le tome 8, 7, 9, etc., c'est vraiment pas le cas. Je ferai d'ailleurs, comme je l'ai dit, une vidéo sur la réputation de Next Dimension en donnant mon humble avis sur les critiques portées à cette œuvre qui sont pour moi très souvent injustifié. On a donc fini avec le petit résumé de l'histoire de Saint-Seiya Next Dimension. En réalité, l'histoire est un petit peu plus longue et un petit peu plus complexe que ce que j'ai expliqué, mais bref, c'est un résumé. Allez lire l'histoire si ça vous intéresse. Par contre, vous y attachez pas trop parce que Kurumada pond un tome tous les 3 ans, donc je vais donc maintenant avancer et passer au cœur de la théorie, et pour cela, je vais devoir vous parler de Saint-Seiya The Lost Canvas. Ma théorie se base sur le fait que The Lost Canvas est un espèce de monde alternatif de Next Dimension. Enfin, c'est pas officiel, mais c'est vraiment comme ça que je le vois personnellement. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, je vous ai dit de garder à l'esprit le parallèle entre le cas de Seiya et celui de Sisyphe. Et ces cas de figure, il en existe plusieurs et je vais vous en lister quelques-uns. La chronologie principale de l'histoire de The Lost Canvas prend place lors de la guerre sainte du XVIIIe siècle. Le saint de Pégase de cette époque se nomme également Tenma, et tout comme dans l'œuvre de Teshiroge, il est ami avec la réincarnation de Hadès qui se nomme également Alun. Donc déjà on peut dire que l'histoire du début est plus ou moins similaire. Mais il ne s'agit pas que de l'histoire du début, mais également certains petits détails de l'intrigue sont très similaires. On peut citer par exemple la mort présumée de Hoxt, le chevalier du taureau, très ressemblant à celle de Rasgado car les deux individus sont morts debout, représentant la fierté et la force des saints de cette constellation. Bon, plus tard on apprendra que Hoxt n'est pas vraiment mort, mais dans les faits c'est ça. D'ailleurs, en parlant des saints du taureau, on a un peu l'impression que ces derniers, c'est des espèces de taureaux sacrificiels, mais bon. Je pourrais aussi prendre le cas de Eyak du Garuda, qui dans les deux œuvres porte le nom de Suikyo. Et même si leur traitement dans les deux œuvres est assez différent, vous allez voir qu'il y a des espèces de parallèles qui valent la peine d'être révélés. Dans Next Dimension, Suikyo est un personnage qui possède une place très importante dans l'intrigue, vu qu'il s'agit en réalité du maître de Tenma, le saint de Pégase de l'époque. Il est l'ancien chevalier d'argent de la Coupe et a suivi son entraînement aux côtés de Doko et Shion, avec qui il a noué une forte amitié. Pour des raisons que l'on ignore, Suikyo trahit le sanctuaire et Athéna pour se joindre aux forces de Hadès. Il endossa ainsi le rôle de l'un des 3 juges des enfers, celui du spectre du Garuda. Dans The Lost Canvas, par contre, Eyak n'a pas une si grande importance dans l'intrigue. Les moments où il apparaît se situent juste avant l'entrée de l'armée d'Athéna au Lost Canvas. Il sera chargé par Alun d'arrêter l'avancée de l'armée d'Athéna. Il affrontera dans un premier temps Régulus puis Sisyphe. Son combat contre ce dernier fait d'ailleurs partie de mes préférés parmi tous les combats de The Lost Canvas. Il perdit son combat contre le chevalier d'or du Sagittaire et de ce fait fut par la même occasion déchu de son titre de juge des enfers, se voyant prendre sa place par Kagao du Beinu. Mais ce jour-là, il perdit plus qu'un simple combat. Il perdit le seul être qui ne l'a jamais aimé, Violate de Behemoth. Et malheureusement, il ne s'en rendit compte qu'à la mort de celle-ci. Ainsi, Kagao lui dit de vivre le peu de temps qui lui reste comme l'humain qu'il était, l'humain du nom de Suikyo. Dans Next Dimension, Suikyo a connu l'amour et la chaleur d'avoir des amis et des proches à protéger au péril de sa vie. Il se battit donc pour l'amour de la justice, allant jusqu'à donner son honneur de saint ainsi que sa vie pour celle-ci. Dans The Lost Canvas, Suikyo ne connut pas ce sentiment. Les raisons pour lesquelles il allait se battre étaient plutôt personnelles et superficielles, on va le dire. Mais à la toute fin de sa vie, il connut ce sentiment si cher au chevalier d'Athéna, ce sentiment que l'on appelle l'amour. Sinon, au-delà du cas de Suikyo, on peut noter que dans The Lost Canvas, le juge des enfers du Griffon prendra également d'assaut le sanctuaire. Mais du coup, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça, puisque à première vue, toutes ces histoires n'ont rien à voir avec Ulysse.
Et en effet, le Gold Saint de l'Ophiuchus ne fait pas son apparition dans The Lost Canvas en vrai. Sauf que la comparaison que je cherche à faire ne se situe pas dans la guerre sainte du XVIIIe siècle, mais dans celle du XVe siècle qui, je trouve, ressemble beaucoup au cas de Neximansion. En effet, au XVe siècle, tout comme actuellement dans Neximansion, un conflit interne entre saints éclata. Ce récit nous est conté dans les 15e et 16e tomes de The Lost Canvas Chronicles, ceux réservés à Sage et Hakurei. Suite à la trahison de Zafiri du Scorpion, Hakurei explique à Lugonis ainsi qu'à Ilias qu'une guerre interne entre chevaliers a éclaté à leur époque. Cette espèce de guerre civile avait été menée par Gateguard, enfin excusez-moi, j'arrive pas à le prononcer, le saint du bélier, et par le grand Pog de l'époque, Itia de la balance. Ces derniers ont vendu leur âme au seigneur des enfers Hadès pour, premièrement, obtenir plus de puissance et deuxièmement, pour permettre à Itia de retrouver sa jeunesse d'antan. Mais en réalité, leur but était d'établir ce qu'ils appelaient l'âge d'or. Dans les temps anciens, il se raconte que les hommes et les dieux vivaient en paix et en harmonie. Cependant, les dieux, voyant la perversion des humains, décidèrent de vivre séparés de ceux-ci. Le but de Itias, le grand pape de l'époque, est donc de diviser le monde en 12 parties, dont chaque partie sera bien évidemment dirigée par un Gold Saint. Dans Neximansion, on a quelque chose de vraiment similaire. Ilis aussi a trahi Athéna, même si ce n'est à première vue pas pour rejoindre le seigneur du Mekai. Et en ce qui concerne la guerre interne, on peut assimiler ça au fait que certains chevaliers d'or, comme au XVe siècle, sont du côté de Ulysse, comme Écarlate du Scorpion ou Gestalt du Sagittaire. Le motif de rébellion aussi est sensiblement le même. Certains n'ont pas confiance en Athéna et préfèrent se ranger du côté de la puissance qu'incarne Ulysse. Mais ce n'est pas tout, puisque c'est également un choix du cœur, puisque contrairement à Athéna, qui dans Neximansion n'est pas encore apparu, Ulysse a toujours été là pour chacun des Gold Saints. Et c'est particulièrement le cas pour Écarlate, à qui le 13e chevalier d'or est allé jusqu'à lui donner son propre sang afin que celui-ci survive. Idem pour Gestalt, c'est Ulysse qui lui a permis de surmonter sa tristesse en lui donnant l'illusion que Tanya, son cheval, se réincarnait en lui. Dans The Lost Canvas, Gateguard choisit de placer sa foi en l'homme qui a toujours veillé sur lui, le grand Pope Itia de la balance, et ce malgré le fait que l'Athéna de cette époque était déjà en âge de combattre. Saint du bélier ira jusqu'à trahir le sanctuaire, offrir son âme à Hadès, manipuler ses confrères, et voir son honneur de saint complètement bafoué jusqu'à tomber en disgrâce complète. Lui qui accordait tant d'importance à son rang de chevalier d'or se vit déchu de ce titre par un simple chevalier d'argent, Hakurei de l'autel. Ainsi, peut-être aura-t-on un cas similaire pour Gestalt ou Écarlate, qui sait. Quant à Itia, il affrontera Hakurei et Sage dans un combat à mort et fut vaincu. Après ce combat, il décidera de croire dans les différentes générations futures et de ce fait, s'éteignit le sourire aux lèvres après avoir passé le flambeau à Sage. Ulysse, lui aussi, veut la place de la divinité de la terre, il veut la place de Athéna. On ne connaît pas encore complètement ses réelles motivations, mais on pourrait supposer que comme Itia, il a perdu foi en une partie des humains, mais surtout en Athéna. De plus, l'assimiler à un grand pape ne serait peut-être pas erroné, puisqu'en réalité, il a un lien avec quasiment tous les saints. Il est respecté de tous, et tout comme Itia, il revient à la vie, même si dans ce cas-là, ça n'a pas l'air d'être produit par Hadès. Et enfin, il est particulièrement puissant. Du coup, ne serait-ce pas possible que celui-ci connaisse une fin similaire, une fin où tout comme Sage et Hakurei ont combattu Itia, Shion et Doko combattraient côte à côte face à Ulysse, ou même Shun, Ikki ou quelques Bronze Seitu du futur pourraient y participer également. Ce qui permettrait à Ulysse de voir ce que donneront les générations futures, la confiance envers sa déesse reviendrait et tout comme Itia pourra s'éteindre sereinement, sachant la terre entre de très bonnes mains. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Bien évidemment, vous aurez remarqué, je n'ai pas vraiment parlé de l'Ophiuchus dans l'astrologie, etc. Tout simplement parce que je garde un peu de matière pour pouvoir faire une autre vidéo sur soit Ulysse, soit Saint Seiya The Lost Canvas. Donc si jamais vous avez des choses à rajouter, vous pouvez les rajouter dans les commentaires, mais c'est juste pour vous dire que j'ai bien évidemment fait exprès de ne pas inclure certaines parties. Je sais que vous êtes nombreux à attendre la vidéo sur les seins de Pégase, mais j'ai voulu prendre un peu plus de temps pour pouvoir me préparer et donc relire certaines parties du manga. Donc ça fait que la vidéo prend un peu de temps à faire, parce que je veux vraiment faire un truc plus ou moins propre, enfin j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Donc à l'heure là, je pense qu'elle devrait sortir, allez, mi-novembre, fin novembre, vraiment fin novembre si vraiment je suis mauvais, tu vois. Comme d'habitude, tu peux laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu, t'abonner, comme je l'ai dit, tu peux me rejoindre sur mes deux réseaux sociaux, Twitter
et Instagram. Twitter, je ne l'ai pas expliqué en début de vidéo, mais ce sera surtout pour discuter de manga. Quand je ferai des tweets, par exemple, on peut réagir à des chapitres ou réagir à des théories ou à des infos, tout simplement, que les auteurs des différents mangas que je fais sur ma chaîne sortent. Et c'est plus simple de procéder comme ça que d'à chaque fois, tout le temps, utiliser l'onglet communauté, sinon ça commence à faire trop de messages dans l'onglet YouTube et c'est pas très esthétique. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hero.